Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges pour Carmignac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous venez nous voir tous les deux mois en gros. C'est intéressant parce que je suis retombé, j'ai regardé un peu la vidéo parce qu'il faut toujours faire un peu le suivi de ce qu'on dit. Vous me disiez, mi-janvier, qu'un rebond technique des marchés était jouable, méritait d'être joué, mais qu'il serait temporaire. Voilà, on est début avril aujourd'hui. Wall Street fait son meilleur début d'année depuis 10 ans. L'Europe est quasiment au plus haut de l'année. Est-ce que la durée, l'ampleur du rebond vous surprend Vous avez en tête la performance des marchés au mois de mars? Sur Mars, non, dites-moi. Ils n'ont rien fait. Les indices mondiaux ont fait plus 1% au mois de mars. L'essentiel du rebond, ça a été les 2 premiers jours. Ouais. Sur Mars, vous avez eu des forts mouvements, comme on vient d'avoir là depuis 2-3 jours, qui ont été corrigés derrière. Finalement, les marchés globalement, que vous preniez les marchés européens, américains, émergents, ont fini le mois de mars plus ou moins au niveau où il avait commencé. Donc on est là un peu dans ce que je décrivais effectivement il y a 2 mois, dans cette idée qu'il y a eu 2018, cette collision, on a parlé 100 fois, entre le resserrement monétaire et le ralentissement. J'ai compris. Voilà, donc les banquiers centraux ont compris comme vous, début janvier. Avec un revirement, on a beaucoup parlé ici, on va parvenir, mais... Donc c'est plus un sujet. Et dans l'histoire, vous avez du recul, on a rarement vu un tel revirement monétaire sur un mois, de vous à moi. Oui, tout à fait. Oui. Là, la Banque centrale américaine s'est fait peur. Alors peut-être qu'elle a reçu un coup de fil de Washington, mais elle s'est fait vraiment très peur. Donc il y a eu un revirement vraiment très très fort début janvier. Et qui explique d'ailleurs majoritairement le rebond. Voilà, il vient de là, exactement. Je veux dire, exactement. Et le timing est totalement lié à cela, on le voit très bien. Donc c'est plus un sujet. Le sujet monétaire n'en est plus un. Ça y est, on a une visibilité maintenant qui est à peu près parfaite. Des 2 côtés de l'Atlantique. Donc il ne reste plus que l'autre partie de la question, l'économie, qui est l'économie. Mais quand on est vraiment dans une problématique complètement différente de l'an dernier. Mais c'est intéressant parce que sur l'économie, on a eu là cette semaine un chiffre sur la Chine qui était plutôt bon. Et là, pour le coup, les actions repartent à la hausse. On se dit que... Voilà. Et puis, vous avez eu un chiffre allemand ce matin qui était moins bon. Ah, les marchés ralentissent ce matin. On est dans cette expectative. Avec la difficulté d'analyser des chiffres, je dirais au mois le mois, en particulier pour la Chine en début d'année, quand vous avez le nouvel an chinois qui perturbe énormément les statistiques. Parce qu'il était en janvier l'année dernière, il est en février cette année, donc quand vous faites des comparaisons... Et qu'est-ce qui se passe sur le nouvel an chinois? Ça travaille plus? Voilà, c'est ça. Grosso modo, l'activité s'arrête pendant un mois, pendant une semaine, et en réalité, ça provoque à cause de cela des phénomènes de déstockage et de restockage qui perturbent complètement les statistiques pendant un mois. Donc les chiffres, mais notons-le parce que vous avez abordé ce sujet-là, les chiffres statistiques chinois qui sont sortis effectivement il y a quelques jours, qui étaient très bons. Donc c'est une statistique du PMI manufacturier Caixin, qui est une indice d'activité dans l'industrie. Voilà, qui est un indice d'activité qui a été bien plus fort qu'attendu, Et qui fait dire à certains qu'il y aura réaccélération de la croissance chinoise au 3e trimestre. Vous y croyez-vous? Attendez. D'abord, le chiffre en question, il faut l'analyser un petit peu plutôt que regarder juste ce qui est sorti sur les écrans. On constate une chose principalement, c'est qu'il est dû au secteur de la construction. C'est vraiment ça qui a tiré vers le haut. Pourquoi la construction? Non pas à cause de l'immobilier résidentiel, qui a plutôt tendance à ralentir en Chine, mais la construction d'infrastructures. C'est quoi la construction d'infrastructures en Chine? Ce sont les programmes d'État. Donc, ferroviaire. Voilà, le ferroviaire, le routier, etc. Et donc, le message là qui sort à travers ces statistiques, qui est vraiment intéressant, qui est que... Pékin est aux commandes. Voilà, c'est ça. Donc, la partie de l'économie chinoise que le gouvernement contrôle, donc les dépenses d'infrastructures, là, on voit bien qu'il faut un effort. Le reste, à savoir les baisses d'impôts, le fait de savoir si ça va augmenter la consommation, baisse de TVA, etc., ça, c'est pas le cas pour l'instant. Ça ne donne rien. Les TVA, en même temps, c'était il y a quelques jours, là, donc c'est un peu tôt aussi. Non, mais enfin, les annonces de baisse d'impôts, c'était pas seulement la TVA, c'est les impôts directs sur les entreprises et les particuliers. Ça fait déjà 6 mois. Or là, la transformation de cela en consommation et non pas en épargne, ne se voit pas. C'est pas encore très clair. Donc, on a un signal non pas d'une reprise de l'économie chinoise en général, mais d'une forme de rappel, s'il y avait encore une question, de l'efficacité de la branche contrôlée par le gouvernement, qui sont les dépenses d'infrastructure. Donc à ceux qui disent que le pire est passé sur la Chine et que ça pourrait encore une fois réaccélérer dans le courant de l'année, ça c'est trop tôt pour le dire. Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Oui. Je pense qu'on est probablement toujours pour l'instant dans un scénario central qui est celui d'une stabilisation
Alors, selon que vous êtes d'une nature optimiste ou pessimiste, voilà, vous dites c'est magnifique, 6%, c'est déjà pas mal. Ou alors vous vous dites on n'est pas vraiment à 6% déjà dans la réalité, et se stabiliser à ce niveau-là, c'est pas ça qui va relancer la dynamique mondiale. Et les chiffres allemands, pour cette fois que l'on voit pour l'instant, montrent bien que la dynamique de croissance globale que l'Allemagne capture bien en général, elle n'est pas encore repartie. Mais le scénario est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse à votre question aujourd'hui. Un autre pays qui est un peu comparable à l'Allemagne dans sa sensibilité à l'économie globale, parce que c'est un grand pays exportateur, c'est la Corée. Et bien là, la Corée, les chiffres se sont améliorés récemment. Ils envoient un message très différent des chiffres allemands. Donc je pense que à ce stade, là on est début avril, je peux uniquement vous dire On n'a pas touché le fond de la piscine, c'est pas sûr. On a peut-être touché le fond. La question de savoir est-ce qu'on va rebondir sur ce fond-là ou rester au fond un peu longtemps. J'aurais tendance à penser que sur les informations qu'on a pour l'instant, il faudra qu'on en reparle dans un mois ou deux, on est vraiment un petit peu entre les deux. Il me semble qu'on est davantage aujourd'hui dans la perspective d'une reprise en U, et on serait sur la partie horizontale du U et pas encore du tout sur la perspective d'une reprise en V. D'accord, oui. Ouais. On n'est pas comme en 2016. Hein. En 2016, vous aviez changement de politique monétaire bien plus favorable, relance chinoise et donc redémarrage. Et il fallait acheter début 2016, c'était le point bas du prix des matières premières, le point bas du prix du pétrole. C'était vraiment le début de 2 années d'expansion. Aujourd'hui, on n'a pas ce signal-là. Hein. On a plutôt un signal de stabilisation, ce qui peut justifier que les marchés se soient repris par rapport à la frayeur de l'an dernier. Mais pas suffisant pour aller tellement plus haut. Voilà, exactement. Ouais, après, il y a ce paradoxe, et pour le coup, j'abonde un peu dans votre sens, Didier Saint-Georges, c'est qu'on a eu finalement des hausses des marchés actions, pour les raisons qu'on a explicitées avec l'épée de Damoclès de la macroéconomie qui n'est pas claire, et de voir depuis le début de l'année des révisions à la baisse, des prévisions de résultats d'entreprise. C'est pas paradoxal de se dire, on ne fait que réviser à la baisse, avec en point d'orgue au premier trimestre, récession bénéficiaire attendue des deux côtés de l'Atlantique, et des marchés qui montent. C'est quand même assez spécial, non ? Oui, alors 2 choses. D'une part, on a compris qu'il montait parce que la menace de liquidité avait disparu, donc ça a été un moteur majeur pour le comportement des marchés. Maintenant, sur les estimations de résultats, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 mois, effectivement, je vous annonçais, vous étiez très déçus. Une récession bénéficiaire. Vous vous souvenez, hein. Et donc, on en est arrivé là. Ce qui est très intéressant de constater... Baisse des profits des deux côtés de l'Atlantique. Ouais. Sur le premier trimestre. Voilà, exactement, sur le premier trimestre. Mais c'est intéressant, quand on suit ces révisions des analystes, on constate quelque chose qui est à peine perceptible pour l'instant, mais qui est quelque chose vraiment à surveiller, qui est que le rythme de ces révisions en baisse s'est vraiment inversé. C'est-à-dire qu'on était dans une aggravation permanente. Ils révisaient de plus en plus en baisse. Quand vous regardez sur les 3 dernières semaines, ce n'est plus le cas. C'est normal, on est dans le rouge. Oui, mais les marchés réagissent à ces variations de dérivés secondes. Oui, mais c'est important. On fait des maths avec Didier Saint-Georges. Absolument. On n'est plus dans une accélération de la vision très noire de l'économie. On est plutôt dans cette idée que les marchés, les analystes, les prévisionnistes ont eu vraiment très peur. On révise à la baisse, mais on révise moins à la baisse. Absolument, mais qui en général précède le moment où vous commencez à stabiliser vos estimations et l'étape suivante, vous commencez à les augmenter. Sur le second semestre, apparemment, on attend une stabilisation en deuxième trimestre des résultats d'entreprise, avec sur le second semestre, de nouveau des croissances. C'est le scénario idéal, ça. Enfin, idéal. Idéal, en tout cas, c'est ce que le marché essaie de faire, c'est-à-dire non pas de refléter les changements d'estimation aujourd'hui, mais ce qu'elles seront dans 6 mois. Et c'est une des raisons pour lesquelles les marchés continuent de plutôt bien se tenir quand même, en se disant le pire des révisions a été fait. Mais c'est ça, c'est le scénario, c'est le pari des marchés, que le pire, en termes de résultats, est aujourd'hui. C'est ça. Mais si on reste à ces niveaux-là, ça ne mérite pas pour autant que les marchés aillent beaucoup plus haut. Ça mérite qu'ils se stabilisent à peu près à ces niveaux-là. Et pour vous, les profits en croissance, à partir du second semestre, vous y croyez ? Non, pas forcément. Je pense vraiment que la macroéconomie est sur ce point de non pas de bascule, oui, c'est ça, une sorte d'équilibre instable. Ce qui peut se passer, mais on le verra et j'ai aucune information là-dessus, ce qui peut se passer quand même, c'est que si vous avez finalement un accord sino-américain qui est perçu comme étant au moins améliorant la visibilité, sans qu'il soit en soi générateur de croissance supplémentaire, mais qui améliore un peu la visibilité, à partir de là, vous avez les investissements qui ont été remis à plus tard, qui finissent quand même par se réaliser. Même chose pour le Brexit. Donc, je pense qu'à très
très court terme, on peut encore se dire qu'une stabilisation suffit à entretenir une forme d'optimisme. Au-delà de cela, il faudra attendre de voir si en effet le rebond chinois est quelque chose qui est un peu mieux qu'une stabilisation, voir si l'économie américaine continue de ralentir ou se stabilise également. Vous savez que les chiffres américains, pour l'instant, continuent de montrer un ralentissement. Ouais. Mais sauf que, et ça va encore une fois dans votre sens décidément, les raisons qui ont provoqué le gros décrochage de fin 2018, au jour où on se parle là, sont toujours présents. C'est-à-dire qu'encore une fois, pas sur le plan monétaire. Non, je parle sur le plan Brexit, sur le plan guerre commerciale, ralentissement. Ils ne sont pas volatilisés, ces problèmes. Hein. Et alors, ils ne sont pas volatilisés, mais... Brexit, c'est pas volatilisé. Guerre commerciale, c'est pas... On s'oriente manifestement vers un accord à minima. Mais gardez toujours à l'esprit que le marché essaie d'anticiper 6 à 9 mois. Et donc le marché aujourd'hui, alors à tort ou à raison, mais le marché a commencé assez largement quand même à anticiper le fait que cet accord commercial, sous une forme ou sous une autre, il va finir par avoir lieu. Ouais. Alors il y a toujours ce risque... noir, mais du signe du même nom. Mais je pense que les marchés ont anticipé 80% de la chose. Il reste 20% pour avoir encore un petit peu de potentiel. Mais au-delà, il faudra vérifier si le cycle économique lui-même repart ou si on reste au fond de la piscine un moment. J'ai l'impression pour l'instant qu'on est plutôt dans la perspective de rester un peu au fond de la piscine avant de savoir dans quelle direction. Sachant que la piscine n'a pas la même... c'est une piscine, on va dire, différente pour chaque pays. La France, on est à 1,5, la Chine est à 5,6. Ça ralentit chez tout le monde, mais on n'est pas au même rythme de croissance. Non, bien sûr, on ne l'a jamais été. Ouais. Mais c'est vrai que ce que vous dites, en revanche, est spécifique là depuis 1 an, 2 ans, c'est que les cycles sont un peu décalés. Il est vrai qu'aux États-Unis, l'économie a ralenti plus tard qu'en Europe. Parce que le plan fiscal Trump a prolongé la croissance plus longtemps. Donc le cycle économique a pris du retard aux États-Unis, ce qui fait qu'on pourrait imaginer, on ne va pas l'exclure, et ce serait une bonne nouvelle pour nous, Européens, que le cycle européen reparte, ou au moins se stabilise, avant le cycle américain. Ouais. Le cycle américain pourrait ralentir au moment où nous, on se stabiliserait, a fortiori si la Chine elle-même se stabilise. Et nous, on profiterait de ces stabilisations. Donc il n'est pas exclu qu'au deuxième semestre, les bonnes nouvelles viennent davantage de l'Europe et du monde émergent que des États-Unis. Et d'ailleurs, le corollaire de cela, ce serait que le dollar pourrait s'affaiblir, si l'économie américaine continue de décevoir, et un dollar qui s'affaiblit serait une très bonne nouvelle pour le monde émergent. Donc il n'est pas exclu qu'on ait cela qui sera assez récent. Hein. D'habitude, c'est l'économie américaine qui est l'espèce de moteur de l'économie mondiale, et là, l'économie américaine prendrait du retard, si je puis dire, sur une stabilisation économique. Donc le deuxième semestre peut être intéressant de ce point de vue. Ouais, changement de paradigme. Pour le coup, il y a ceux qui se disent, mais tiens, on pourrait recorriger, et pourquoi il n'y aurait pas un retournement cette année après cette belle hausse. Et là, on se dit que malgré tout, alors c'est un argument qui ressort souvent, c'est le put des banques centrales, on va expliquer ce que c'est, mais encore une fois, on a une BCE qui nous dit pas de hausse de taux au mieux avant 2020, qui remet en place des prêts géants aux banques, pas chers et pas quasiment illimités. On a la Fed qui, a priori, ne fera rien non plus. Avant l'année prochaine, nous a-t-elle dit, ce n'est pas une garantie non plus, mais c'est quand on regarde les estimations des banquiers centraux, qui va réduire son bilan à compter d'octobre prochain. C'est pas le meilleur. Plus réduire son bilan, qui va arrêter de réduire son bilan. Qui va arrêter de réduire son bilan, vous avez raison, à partir d'octobre. C'est pas le meilleur rempart, la meilleure des assurances contre un retournement des marchés, d'avoir on se le dit à chaque fois, vous me direz, non ? Non, mais c'est assez intéressant parce que là, il y a une nuance qui est essentielle. Ce que nous garantissent les banques centrales, c'est de plus resserrer leur politique monétaire, comme elles l'ont fait l'an dernier. Ouais. Donc ça évite qu'elle soit la cause de ne pas commencer. De ne pas recommencer. Ouais. Ça évite qu'elle soit la cause d'un retournement des marchés. Ça ne résout pas la question de savoir si elles ont suffisamment de marge de manœuvre au cas où le cycle économique se détériorerait vraiment beaucoup. Oui. Donc ce n'est pas vraiment un parachute, si j'ose dire, c'est juste un accompagnement qui, si toute chose égale par ailleurs, tout va bien, ne sera pas un facteur négatif. Bien sûr, après, c'est la question des munitions, mais on comprend bien qu'aujourd'hui, la Fed surtout, elle regarde le prix des actifs. Oui, absolument. Donc, voilà. Donc, je ne dis pas que c'est une garantie, encore une fois, pour protection. Ce n'est pas une garantie. C'est quelque chose qui ne contribuera pas négativement. Mais si l'économie véritablement se retournait dans un scénario noir, la Banque centrale américaine montrerait d'une part qu'elle ne peut pas retourner une fois de plus dans l'autre sens très très vite sa décision. Et deuxième chose, ça pose la question de
de la marge de manœuvre, en effet, au moment où le déficit américain augmente, les marchés obligataires sont sous pression, etc. Donc on est dans un scénario vraiment où, si on est dans cette stabilisation, ou ralentissement modéré, etc., voilà, les valorisations ne sont pas excessives. Justement, c'est quoi aujourd'hui? Parce que c'est compliqué. On a vu une baisse, une révision à la baisse des bénéfices par action, des cours qui montent, donc ça veut dire des marchés qui sont mieux valorisés, Europe, États-Unis. On ne peut plus dire que c'est attractif aujourd'hui. C'est quoi? Enfin, je ne connais pas les chiffres pour le coup. On est dans la moyenne historique, on est où aujourd'hui? Mais précisément, tout dépend des hypothèses de croissance que vous faites. C'est l'éternelle question des valorisations. Il faut d'abord que vous ayez une sacrée confiance dans votre estimation de résultat pour vous dire si les prix de valorisation sont justes. Peut-être pas dans la mesure où manifestement les marchés anticipent une croissance bénéficiaire dès le second semestre. Oui, mais sur l'ensemble de l'année, pas votre scénario, hein. Sur l'ensemble de l'année, on est sur des croissances de résultats qui vont être très faibles en 2019. Donc 0 plus. Oui, voilà. Des deux côtés de l'Atlantique, il faut s'attendre à 0 plus en termes de croissance bénéficiaire. Oui, je pense, oui, absolument. On va être entre 0 et 5%. Il n'y a plus de raison que les marchés montent maintenant, avec 15% sur les actions. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, on n'a rien fait au mois de mars, et je pense que si on a des marchés qui sont un petit peu comment dirais-je, étale dans les prochains mois, je ne serais pas très surpris. Ce qui peut être intéressant, c'est la dynamique interne des marchés. Quand il faut regarder sur les 6 derniers mois, vous avez la forte baisse de fin d'année, le rebond de début d'année, vous avez des énormes différences de comportement, c'est-à-dire que vous avez deux grands secteurs qui ont largement fait mieux que tous les autres, c'est-à-dire sur 6 mois, si vous incluez la baisse et la remontée, ils sont en hausse de plus de 10%, alors que les marchés en gros sont à 0, revenus sur 6 mois. Plus de 10%, là, ce sont les deux secteurs les plus défensifs qui soient, l'agroalimentaire et les services aux collectivités. Sur ces deux secteurs-là, sur 6 mois... C'est pas une surprise au final, non? Écoutez, c'est en tout cas des secteurs très défensifs qui, eux, me semble-t-il, sont devenus très chers, en effet. Alors que vous avez des secteurs qui, peut-être, ont brillé sur les 2-3 derniers mois, mais quand vous regardez où ils étaient il y a 6 mois, ils sont encore en baisse. Auto, et les banques, etc. Ouais. Les secteurs manufacturiers sont encore en baisse. Donc la dynamique des marchés est devenue bien plus prudente que les indices pourraient laisser penser. Quand j'entends dire les marchés sont au plus haut, etc., regardez ce qui surperforme depuis 6 mois, ce sont les secteurs défensifs. Donc il me semble que les marchés ne sont pas si optimistes que cela. Ils ne sont pas si optimistes que cela. Donc si on a la confirmation que l'économie se stabilise, ce qui est une condition qu'il va falloir surveiller, et si on avait cette confirmation, je pense que les secteurs qui n'ont pas encore profité de ce regain de confiance, le secteur bancaire, on en a parlé, le secteur automobile, c'est plus compliqué parce que structurellement, ils ont quand même quelques défis à relever. Mais donc il y a peut-être plus de valeur aujourd'hui dans des secteurs un peu cycliques qu'il n'y en a dans les secteurs très défensifs. Bon, et au global, on finit là-dessus, Didier Saint-Georges. Débarrage en fanfare, évidemment, encore une fois, pour les marchés, même si le gros était fait sur les 2 premiers mois. Après, ça vaut ce que ça vaut, les statistiques, c'est le rétroviseur, c'est le passé, mais ça montre quoi sur le Standard & Poor's 500? C'est qu'à chaque fois que le premier trimestre était supérieur à 10% de gains, l'année, évidemment, s'est terminée avec un gain du marché américain à 2 chiffres. Sauf 87, parce que 87, il y avait le lundi noir, donc c'est un peu à part. Ça vaut ce que ça vaut? Ça vaut ce que valent les statistiques en baseball, oui. Donc ça vaut que dalle, quoi. Oui, ça à peu près. Non, on peut sortir toutes les statistiques que l'on veut. C'est pour te rassurer. Oui, probablement. Donc il y aura encore des à-coups. J'en sais rien s'il y aura des à-coups. On est à 2 chiffres aujourd'hui, partout. Oui, mais on est à 0 sur 6 mois. Donc, ça dépend comment on regarde. La vie ne commence pas le 1er janvier. Donc on est dans une situation, encore une fois, il y avait un vrai scénario de télescopage l'an dernier. Il n'existe plus, donc c'est une très bonne nouvelle. Il est normal. Le monétaire, ça y est, c'est mis de côté. Le monétaire, c'est mis de côté, donc c'est plus un souci. C'est pas non plus un parachute, comme j'ai expliqué tout à l'heure, mais ce n'est plus un souci. Certains considèrent comme un parachute, en tout cas. Voilà, je pense pas. En revanche, ça laisse la question du cycle économique. De la macro. Et la macroéconomie. Et là, il y a des signaux contraires. Voilà. Aujourd'hui, les signaux ne sont pas flagrants. Ce qui me rassure, c'est ce que je vous disais d'ailleurs il y a 1 mois et demi, c'est que les marchés ne me semblent pas, en dépit de l'optique de ce rebond de début d'année, ne me semblent pas exagérément optimistes quand je vois les dynamiques internes de marché. Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, les valeurs défensives ont largement surperformé. Donc ça ne m'envoie pas le message que les marchés sont trop optimistes sur le cycle économique. Donc à voir. Mais en tout cas, ce donc la moindre bonne surprise pourrait se traduire, même si dans votre discours, j'ai le sentiment que le gros effet comme sur les marchés absolument. Le gros effet, je pense qu'il y a peut-être encore un peu à gagner, un peu
si on a une résolution de ces tensions sino-américaines, de l'épée de Damoclès du Brexit, la Chine quand même qui peut confirmer sa stabilisation, ce qui serait une bonne nouvelle pour l'Allemagne. Sur la partie pilotée de l'économie. Sur la partie pilotée de l'économie. Donc on peut encore avoir un petit peu quelques moteurs de performance, mais on n'est pas certainement pas à extrapoler sur l'année la tendance des 3 premiers mois. Ah, ça serait trop beau. Bien sûr que non. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant de discuter avec Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Merci beaucoup. Merci. Bye.